tous. Bienvenue au sommet virtuel climat. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence 100% en ligne avec plus de 100 experts du climat et les retours d'expérience et plus d'une trentaine de conférences web. Donc, je vois visiblement sur le chat que vous nous entendez bien, donc c'est parfait. Cet événement est organisé par l'APCC et coporté par des acteurs comme l'ADEME, l'Agence de l'environnement, mais aussi ABC, Sinov, le CEREMA. Et l'objectif, c'est de diffuser gratuitement et le plus largement possible les expertises, les retours d'expérience pour permettre à chacun à son niveau de contribuer à la concrétisation d'un monde bas carbone. Sur la page suivante, je vous disais de diffuser gratuitement. Donc, on en profite pour remercier l'ensemble des sponsors et des partenaires que vous voyez à l'écran pour leur soutien. La page suivante. Quelques informations importantes. Déjà, cette conférence sera disponible en replay sur le site du sommet virtuel du climat sans limite de temps. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence par chat. Simplement, on a prévu d'y répondre à la fin. On va essayer de se laisser 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions. Et enfin, vous voyez défiler à l'écran le support de présentation. Vous avez également la possibilité de le télécharger à tout moment. Je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant de faire un tour de table et de vous présenter les interlocuteurs présents, je vais faire une petite introduction et vous présenter les différents thèmes qu'on abordera au cours de cette réunion. Peut-être d'abord vous expliquer pourquoi on a choisi de choisir cette thématique, le financement, la transition environnementale et de l'impact sur l'emploi. La transition environnementale peut se définir par des projets qui sont souvent disruptifs, qui font recours à une nouvelle façon de penser, peut-être par rapport à des projets de l'économie traditionnelle, basés sur des sources d'énergie fossiles. Et qu'en tant que tel, cette diversité de projets, cette façon de penser des concepts nouveaux, appelle un besoin de financement spécifique qui soit adapté, peut-être à des taux de retour sur investissement différents, à des besoins de financement modifiés. Et que par rapport à l'emploi, très certainement, tout le monde a en tête un impact positif sur l'emploi, un minima diffus. Je pense par exemple à l'impact sur l'emploi des éoliennes ou sur la maintenance, mais les pouvoirs publics se disent aussi, est-ce que finalement on ne peut pas viser mieux sous certaines conditions, comme une taille critique, en se concentrant sur des secteurs spécifiques comme l'hydrogène, la recharge d'énergie, le stockage d'énergie qui fasse pas appel à des technologies lithium-ion, etc. Est-ce qu'on peut aussi densifier cette création d'emplois, telle que par exemple Berlin l'a fait pour la dernière usine Tesla. Voilà, en guise de courte introduction. Quels sont les sujets qu'on va présenter aujourd'hui? Alors, on va vous présenter le projet SMILE. C'est finalement l'histoire de deux régions qui s'associent pour créer un terreau qui soit favorable aux initiatives publiques comme privées. On va vous présenter plusieurs projets pour que vous voyez aussi concrètement, via les yeux de start-upers, de lanceurs de sociétés, ce qu'ils vivent au quotidien et qu'est-ce qu'ils proposent comme nouveaux concepts. On a aussi la chance d'avoir un représentant d'une banque qui va nous dire comment ces banques s'adaptent et s'organisent pour pouvoir financer la transition environnementale. On va aborder les modalités de financement des projets et écouter de quoi les porteurs de projets ont besoin pour pouvoir avancer. Et enfin, on va aborder les opportunités d'emploi et comment est-ce qu'on peut faire plus, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner la structuration d'une filière, comment les pouvoirs publics peuvent aider à donner une taille critique et comment on peut cibler les secteurs stratégiques. Voilà. Je vous propose de faire un rapide tour de table. Peut-être d'abord en excusant les absents. On avait un Daniel Coeuf, donc, qui est le maire de Langouette, un invité de marque qui a dû aller en toute urgence à Paris, alors non pas pour une mauvaise nouvelle, mais pour une très bonne nouvelle,
puisqu'il a l'honneur de recevoir le Marianne d'or de la République. Il reçoit celui pour le développement durable. Excusez également, retenu pour des obligations personnelles, Claude Lebris pour la société Dropbird. Je présenterai quand même rapidement son projet parce qu'il est très intéressant. Honneur aux dames. Karine, je te laisse te présenter. Bonjour, Karine Châtel. Je suis responsable de transition énergétique et écologique pour la Banque des territoires Haute-Gaspésie. Charlotte Simon, moi je suis responsable du pôle énergie mobilité au syndicat départemental de l'énergie Vilaine et également chargée de développement de projet à la CEM Énergie, qui est l'outil qu'on a créé au syndicat pour le développement des énergies renouvelables. Donc Benoît Bonaventure, Crédit Mutuel Arkea, en charge des clientèles institutionnelles et collectivités locales, notamment sur le Grand Ouest, et en charge également de la partie développement de transition environnementale au sein d'Arkea Banque. Et Bruno Violo, directeur général du cabinet d'architecte PADW et start-upper. Patrick Falsenogel. Je travaille pour un cabinet de conseil en stratégie environnementale. Je suis le directeur financier et j'accompagne des clients dans des missions de financement de la transition énergétique. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va passer au projet Smile. Et donc, Karine, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement comment s'est produit l'alchimie entre deux régions pour qu'elles viennent à s'assembler, à se réunir pour proposer un dispositif d'accompagnement? Intelligente d'énergie, ça c'est en 2015. Et la région Bretagne, les équipes région Bretagne et les équipes région Pays de la Loire ont décidé de déposer ensemble un dossier pour candidater. C'est une façon de fonctionner qui était nouvelle et qui a demandé à toutes les équipes de vraiment travailler en synergie pour monter le dossier, de commencer à avoir les différents partenaires qui pouvaient s'installer autour de la table cette nouvelle organisation. Il y a eu très bien. Donc SMILE, donc c'est ça veut dire Smart Ideas to Link Energy. YouGrid à Lille, et on peut le voir sur le slide suivant. On a un problème. Alors, ouais. Est-ce que vous entendez de nouveau? On a tous les câbles. J'avais Blandine et David. Est-ce que vous nous entendez? Ah, ça a l'air d'être bon de nouveau. Ok, donc on a peut-être un dysfonctionnement de support. Smile, YouGrid et FlexGrid. Smile, Smart Ideas to Link Energy pour l'Ouest, donc Bretagne et Loire. YouGrid pour Lille et FlexGrid en région PACA. La construction est très originale puisqu'elle est présidée par des vice-présidents de région et leurs services. Et ils ont associé leur antenne économique, BDI et Solutions Éco. On a associé toutes les grandes entreprises liées à l'énergie, notamment Enedis, RTE, EDF, Engie, VRDF, les syndicats d'énergie, dont le syndicat 35 chez qui nous sommes aujourd'hui, représenté par Charlotte, les métropoles, des collectivités, des clusters comme Atlanson, des instituts de recherche, l'IMT Atlantique, et des financiers, notamment la Banque des territoires, qui représente donc l'ensemble des établissements financiers, et on retrouve Arkea, Banque populaire, Caisse d'épargne, Banque postale, BPI. Oui, oui. Karine, est-ce que vous m'entendez? Oui, on ne vous entend pas dans la salle. Hein. Essayez de vous rapprocher le maximum du micro, en fait. Même les participants, ils réclament ça dans le chat, si vous le voyez. D'accord. Et voilà, vous recommencez dès le début, s'il vous plaît, votre introduction. La partie là où vous avez commencé. Ok, d'accord. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, oui, beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. Entendu.
Donc je disais que ça provient d'une initiative nationale, un appel à projet, pour créer un écosystème favorable au développement des projets de gestion intelligente de l'énergie. De 2015, les régions Pays de la Loire et Bretagne se sont unies pour déposer un dossier. Ils ont été lauréats aux côtés de YouGrid à Lille et de FlexGrid en région PACA. SMILE, ça veut dire Smart Ideas to Link Energy, et ça rassemble dans une construction très originale une association dans laquelle elle est présidée par des vice-présidents de régions et leurs services, des antennes économiques BDI et Solutions Éco, des grandes entreprises de l'énergie comme Enedis, RTE, EDF, Engie, GRDF, les syndicats d'énergie des départements qui font partie du territoire d'expérimentation du SMILE, les métropoles, Nantes et Rennes, des clusters comme Atlansun, des instituts de recherche l'IMT Atlantique et des financiers. La Banque des territoires représente les établissements financiers comme Arkea, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Banque Postale, BPI. Donc l'idée, c'était de mettre en place un écosystème favorable et on a 275 adhérents qui sont pour grande partie des PME, PMI de l'Ouest et qui ont décidé ensemble de mettre en place des projets innovants de gestion intelligente de l'énergie. L'énergie, c'est électrique, mais c'est aussi gaz, c'est aussi hydrogène. L'aire de jeu, elle est intéressante parce qu'en fait, avec les deux régions, on a une très bonne taille. Au début, il y avait que 4 départements, parce que c'était là où on pressentait le plus de développement. Et puis finalement, c'est allé très vite. Et ce sont tous les départements des deux régions qui font partie du système SMILE aujourd'hui. Le succès, au bout de 4 ans, est là. On a 51 projets homologués et 31 en accompagnement. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui vraiment a marché pour justement apporter tous ces projets et lancer la dynamique, c'est l'ambition portée très haut. La présence des vice-présidents de région, forcément, a un impact très positif. Les métropoles, les énergéticiens, tout le monde concourt à la réalisation de ces projets. Il y a surtout un travail admirable des 4 coordinateurs, qui sont Philippe Desrobert, François Natif, Éric Mathieu et Rachel Guillotot, parce qu'en fait, ils sont plus qu'une porte d'entrée. Vous voyez, dans ce genre d'écosystème, c'est pas tout d'avoir un référent. Il faut aussi que ce référent vous ouvre des portes, vous soutienne, vous accompagne, mette en relation. Et c'est en fait mettre ces projets dans les rails. C'est ce que les porteurs de projets nous diront un petit peu plus tard. Ces rails, on a pensé qu'il fallait encadrer ces projets pour les maturer, pour assurer leur pérennité, faire en sorte que les porteurs de projets puissent avancer plus vite. On a pensé apporter une expertise technique. On a le pôle images et réseaux et S2DE qui accompagne. On a une expertise usager citoyen. En fait, c'est l'ancrage dans le territoire parce que au départ, vous pouvez avoir une très bonne idée, mais il faut trouver vraiment le lieu de déploiement. Et surtout, si vous voulez massifier, il va falloir en trouver plusieurs dans ce territoire. Et enfin, l'expertise financière. Et ça, c'est ce que nous verrons plus tard. Et finalement, Karine, ce dont on se rend compte, c'est que vous avez réussi à attirer des projets assez variés. Si je déplace l'écran pour les auditeurs à ce niveau-là, vous avez réussi à créer un microcosme où différents types de projets sont accompagnés. Oui, c'est vraiment la réussite du projet. Les partenaires peuvent ensuite interagir les uns avec les autres. Il y a un échange de data aussi qui peut être intéressant et surtout un retour d'expérience. Ça a lancé énormément de projets en autoconsommation, ça on peut le voir, et des thèmes beaucoup plus difficiles aujourd'hui à sortir, comme par exemple la flexibilité, l'effacement, le stockage. D'accord. Alors, je vous propose à présent de passer sur les porteurs de projets et de donner la parole aux deux représentants. Je vais en même temps déplacer l'écran. Je note encore des difficultés de son. Est-ce que c'est mieux? Merci, il faut. Oui, désolé, du coup, on a que un micro actif, il va falloir qu'on le fasse tourner. Je vais vous proposer à présent
de passer sur la partie des porteurs de projets et que les porteurs de projets présents vous expliquent en quoi consiste leur projet. Donc, Bruno, pour Symbiose, je passe le micro. Oui, donc alors, Symbiose, c'est un projet qui est porté par Nantes Métropole Habitat, qui met à disposition un patrimoine et aussi qui finance un démonstrateur. Donc on les remercie parce que sans eux, ce serait difficile de pouvoir mener cette expérimentation. En fait, le projet, l'idée est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc existant qui est très important et qui constitue un levier pour la transition énergétique et pour la réponse du facteur 4. Peu de solutions, si ce n'est existent aujourd'hui, si ce n'est la réhabilitation énergétique traditionnelle. Et avec une personne qui s'appelle Alexandre Daciopoulos, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle Ecotropie, on a réfléchi ensemble au détournement d'un algorithme intelligent. Enfin, c'est son cœur de métier, c'est-à-dire il développe des logiciels liés à l'intelligence artificielle et il crée des avatars thermiques de bâtiments. On a eu l'idée de réinventer une nouvelle forme de NR, c'est-à-dire d'exploiter les toits aujourd'hui inexploités en mettant une serre sur le toit, ce qui permet plusieurs choses, à la fois de renforcer la thermique des bâtiments existants, donc de répondre partiellement à la transition énergétique et à la diminution des consommations du bâtiment. Et en créant cette serre sur le toit, on crée un capteur, en fait, un capteur solaire, qui permet d'emprisonner les calories. Et sur cette base, on va gérer les excédents de calories qu'on trouve dans cette serre pour pouvoir les transporter dans un stockage, pour pouvoir les réutiliser pour les besoins du bâtiment. Donc pourquoi symbiose? Parce qu'on est bien dans une symbiose, c'est-à-dire qu'on utilise quelque part des excédents, entre guillemets des déchets, pour pouvoir les réintégrer pour des besoins liés au bâtiment. Cette serre, elle offre aussi une surface et donne des possibles en termes d'activité. Aujourd'hui, on se penche sur la création d'activités autour du lien social, parce que c'est un bailleur social, donc c'est simplement fondamental de recréer du lien dans des banlieues, enfin dans des cités un peu difficiles. Mais aussi on réfléchit sur des activités liées à l'agriculture urbaine, puisque DICER dit aussi agriculture urbaine, pour faire en sorte qu'un modèle économique existe. C'est-à-dire qu'à travers l'activité de la serre, on peut générer des loyers qui permettent de rentabiliser la mise en place de la serre. Donc on voit que c'est un projet à multifacette qui touche à la fois l'énergie, la transition énergétique, qui touche l'architecture, mais qui touche aussi l'économie au sens global, c'est-à-dire comment on répond aux besoins de la société actuelle, c'est-à-dire l'alimentation. Merci Bruno. Juste préciser deux termes techniques, puisque cette conférence s'adresse à un public assez large. La notion de facteur 4, donc c'était l'ancien objectif français de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Elle a été à présent remplacée par la stratégie nationale bas carbone, où on vise la neutralité carbone, c'est-à-dire que nos émissions nettes de gaz à effet de serre devront être nulles en 2050. Et avatar thermique, c'est un terme de modélisation où on est capable à présent de modéliser un bâtiment sur un outil informatique pour prédire et prévoir ses consommations et être capable de dire lorsqu'on en diffère de ses consommations. Je passe maintenant la parole à Charlotte Simon qui nous présente le projet Langouette, initié par Daniel Gueff et porté par la SDE 35.
Oui, effectivement, le projet des languettes, on pense que c'est un projet qui doit bien illustrer ce qui a voulu être fait dans Smile. Là, c'était un territoire, la commune de Languette, qui on sait est engagée et un territoire porteur en matière de transition environnementale et qui là a souhaité travailler aussi sur les aspects de transition énergétique avec un projet qui se voulait innovant à la fois sur le plan technique, avec un choix particulier de production de photovoltaïque à partir d'un tracker photovoltaïque. Donc là, il y a quelques entreprises qui produisent ça en France. On n'est pas sur une solution fixe en toiture, mais plutôt sur un ensemble de panneaux. Il y a nouveau un problème de son. Je pense qu'on va les couper et on va passer sur le Comme PC. ça, c'est peut-être mieux. Donc du coup, un choix technique de s'orienter sur. Ok, ouais, on va faire ça. Recommencer du coup et puis on va rester dans ça. Désolé pour les auditeurs. Encore vraiment désolé. Donc du coup, ce que je disais, c'était que le projet Languette était un projet qui illustrait bien, je pense, ce que les différents acteurs souhaitaient faire dans Smile, puisque c'était un territoire, le territoire de Languette, qui est engagé en matière de transition environnementale et qui là souhaitait réfléchir et travailler plutôt sur l'aspect transition énergétique et qui a fait le choix de partir sur un projet qui était innovant sur les différents aspects d'un projet, à la fois sur le plan technique, puisqu'on n'est pas parti sur une production de photovoltaïque en toiture, mais sur une production par tracker photovoltaïque. C'est ce que vous voyez en haut à gauche de la diapo. C'est un ensemble de panneaux qui suit la course du soleil. Donc là, on est sur un panneau qui est biaxe, biface, donc il bouge dans les quatre sens, et en plus, il capte la lumière sur les deux faces des panneaux. Donc ça, c'était le premier côté innovant où il fallait trouver un fournisseur de ce type de matériel un petit peu particulier. Il y avait également une innovation économique puisque le projet de Languette, c'est un projet d'autoconsommation collective. Donc pour simplifier, c'est une boucle locale, c'est un circuit court de l'énergie où on a d'un côté un producteur qui met à disposition de consommateurs locaux son énergie dans un schéma économique où il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme si vous alliez acheter votre lait à la ferme du secteur, et bien là, c'est exactement la même chose. Vous achetez votre électricité au producteur de votre commune qui est juste en face de votre maison ou de votre entreprise. Et puis, du coup, il y avait un portage qui était également innovant, puisque l'autoconsommation collective, on était au début et le cadre juridique était tout juste, on va dire, établi pour des premières expérimentations. Et donc, bien, on était sur des projets qui démarraient. Quelques autres porteurs de projets avaient commencé un petit peu avant nous, notamment Morbihan Énergie, qui avait déjà fait un projet à Pénétin, et puis le CIDELA qui réfléchit en Pays de Loire, qui commençait également à travailler là-dessus. Mais du coup, il y avait pas mal de questions à la fois économiques, techniques et juridiques autour de ce projet-là. Et c'était important que le territoire moteur puisse du coup trouver rapidement des personnes et des structures pour l'accompagner dans ce projet-là et le co-construire. Et donc, Énergie, qui est la société d'économie mixte créée par le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, nous, on s'est appliqué aux côtés de la commune pour avancer d'un point de vue surtout technique et pour financer la production d'énergie renouvelable. Donc, nous, dans cette boucle-là, on sera le producteur. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment beaucoup appuyé sur Smile, notamment pour affiner le modèle économique sur lequel nous, on était très précautionneux. Comme il y avait pas mal d'incertitudes, on avait fait plutôt un plan de financement assez conservateur. Et c'était bien d'avoir un regard extérieur et une expertise externe pour justement arriver à vraiment juger le risque financier et pas non plus mettre des bâtons dans les roues de manière un peu limitée. D'accord. Merci Charlotte. Pour le troisième projet, donc porté par Claude Lebrise, absent aujourd'hui, la société Drop and Plug, on a ici une réponse portée par un porteur de projet sur la mobilité du futur. Certains d'entre vous savent certainement que les véhicules thermiques seront interdits dans certaines grandes villes dès 2024 ou 2025, avec un autre objectif à horizon 2040.
du coup, il est intéressant de regarder comment on pourra se déplacer dans le futur. Donc, cette startup Drop and Plug regarde à la fois la mobilité hydrogène comme la mobilité électrique, installe des bornes électriques et propose également des solutions de recharge bidirectionnelles. C'est-à-dire qu'on entre dans une notion qui est qualifiée par le terme de véhicule to grid, c'est-à-dire qu'un véhicule connecté à une borne de recharge sera capable, en fonction des autorisations données par le propriétaire, de recharger le réseau et donc de pallier, c'est une des solutions envisagées, à l'intermittence de la production d'électricité lorsqu'on passe à un fort pourcentage de production renouvelable. Voilà pour la présentation sommaire des 3 projets. Ce qu'on observe en mini-conclusion, c'est que soit ces projets ont recours à des nouvelles technologies, soit sont plutôt ce qu'on appelle low-tech, donc faisant appel à moins de technologies, et que tous ces projets nous challenge, nous incite à repenser la façon dont on travaille au quotidien et la façon dont on gère nos habitudes. Que je vais maintenant poser comme question aux porteurs de projets, c'est que ces 3 projets ont la particularité de s'être adressés à Smile dans leur recherche de financement. Donc, Bruno et Charlotte, pourquoi vous êtes adressés à Smile? Qu'est-ce que vous recherchez dans cette structure? Se co-construisent et qu'on arrive à trouver des solutions pour un projet qui était innovant sur différents volets. Et donc, il fallait qu'on puisse apporter à cette commune qui était vraiment moteur de manière assez rapide des solutions. Et puis également, c'était surtout une expertise sur le volet financier parce que voilà, on découvrait la thématique, le modèle économique de l'autoconsommation collective, il n'était pas encore complètement stabilisé. Et donc, on avait vraiment besoin d'avoir un regard extérieur là-dessus. D'accord. Toujours des problèmes de son, ce qui est difficile. Parce qu'on ne passe plus le micro, on travaille à partir d'un portable. C'est ce qu'on a testé la dernière fois. Ok. Ok, donc là, tu as réaction. Ok. Ok. Peut-être que tu peux recommencer. Ok. Je disais que pour ce qui était du dossier de l'Angouette, ce qui nous avait vraiment apporté, c'était d'avoir une expertise financière sur ce modèle qui est en cours de construction et pour lequel on avait vraiment besoin d'un regard croisé parce que nous, on construisait avec une vision technique et puis la volonté de faire quelque chose d'ultra sécuritaire. C'était bien un moment qu'on ait un regard vraiment extérieur pour pouvoir être un peu plus dans le vrai et faire en sorte que le projet fonctionne. Non, mais je sais pas. Non. Oui, il n'y a pas de câble. Non, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Je ne sais pas quoi faire. Elle nous a appelé tout à l'heure, la dame. Non, il y a quelqu'un qui. On a encore quelqu'un du côté de Wabikeo. Charlotte et Patrick, on ne vous entend pas. Il faut vous rapprocher le maximum du micro à chaque fois que, voilà, lorsque quelqu'un de vous prendrait la parole. Mais moi, je suis juste devant l'ordi, en fait. Oui. L'ordi avec lequel on a fait le test il y a une semaine. On vous entend, voilà, pratiquement pas. Donc, même les participants, ils ont mis ça aussi dans le chat. Ouais, mais tout à l'heure, on vous a entendu. Hein. Il faut se rapprocher. Oui, il faut se rapprocher du micro. C'est juste ça. Est-ce qu'on peut augmenter la puissance du micro? Je au max. C'est le haut-parleur là. Est-ce que le micro? Veuillez tester, s'il vous plaît. Là, est-ce que ça convient? Oui, beaucoup mieux, Patrick. Je vous entends parfaitement là pour l'instant. Ouais, moi, c'était la place, du coup, on laisse ce truc allumé.
Charlotte, une dernière fois. Ouais. C'était oui pour vous dire Parfait. J'arrête. sur ce qu'on attendait de Smile au niveau du projet Languette, c'était essentiellement d'avoir un regard extérieur sur le modèle économique qui n'est pas du tout encore figé ni bien établi pour l'autoconsommation collective. Et c'était important qu'au-delà de nous, notre regard plutôt technique, qui était le premier qu'on avait eu sur le projet, qu'on ait bien une personne externe qui nous redonne sa vision du projet. Bruno, pour Symbiose. Alors pour Symbiose, c'était un peu différent. Nous, on a pu, en fait, notre solution, on va dire qu'elle parle aux personnes. Donc, on a pu nous s'inscrire dans différents processus de labellisation comme CityLab. On a pu aussi faire, on était lauréat du Monde Cities, du concours Monde Cities devant New York, la ville de New York. Enfin voilà, c'est bien, mais n'empêche que ça ne nous aide pas forcément plus que ça. L'aide qu'on a reçue, c'était avant tout de Nantes Métropole Habitat, et moi je remercie Luc Stéphane de nous soutenir. Quand on a pu se rapprocher de Smile, là, ça a été relativement léger en termes de labellisation, et on a tout de suite eu la question qui était essentielle, c'était vous avez besoin de quoi en fait. Et techniquement, on a besoin d'un démonstrateur, donc ça, on va le produire. C'était plutôt sur des données juridiques, techniques, financières qu'il faut vraiment travailler, aller plus loin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le projet aura de sens que si économiquement il peut se porter. Donc on a eu de l'aide et des échanges. Je pense que c'est essentiel d'avoir des échanges et d'avoir un regard extérieur, parce que nous, porteurs de projet, on est souvent dans un tunnel et on a besoin pour nous réinterroger sur un certain nombre de questions et surtout sur la pertinence du modèle. Et là, on a eu ces questions pertinentes qui nous ont permis de nous réinterroger sur la pertinence. Et on a eu une deuxième type d'aide. C'est sur la typologie de l'entreprise qu'il fallait créer face à cette solution. Et ça, c'est essentiel aussi pour un porteur de projet, c'est-à-dire concrètement comment ça peut se traduire en termes de montage juridique et de portage en termes de société. Voilà. Merci Bruno. Je passe la parole à Karine maintenant. Karine, finalement, ça fait 2 ans maintenant que le dispositif Smile existe. De l'autre côté du miroir, quels sont tes retours d'expérience sur ce dispositif et son efficacité? Alors là, je vais reprendre ma casquette investisseur pour la Banque des Territoires. Donc, quand un porteur de projet vient nous proposer son projet, c'est pour nous associer, pour nous mettre autour de table avec lui. On a besoin de bien comprendre qui il est, son équipe, son modèle, ses interactions avec ses clients. Donc, on commence à voir le schéma. Et ensuite, rapidement, si tout ça est positif, si on sent qu'on peut devenir partenaire, on va aller voir concrètement comment ça se traduit dans son business plan. Là, on va vérifier si c'est réaliste, si son business plan est robuste et s'il est créateur de richesse pour tous les partenaires, pour tout le monde. Dans Smile, ça permet justement cet accompagnement financier et tout l'accompagnement en général, ça permet d'avoir déjà des dossiers qui sont un petit peu mieux préparés à ce genre de discussion avec un partenaire. Il n'y a pas que le financier. Mon comité, il a besoin d'être rassuré, il a besoin que le corpus juridique soit robuste, les contrats de construction, la maintenance, etc. On a besoin d'être rassuré sur l'humain, sur les ressources clés. Bien sûr, on a besoin d'être rassuré sur la technologie. Ce sont des projets innovants, on a besoin de bien comprendre ce qui est en jeu. Et bien sûr, le marché adressé. J'ai l'exemple là d'un projet qui est en stand-by parce qu'en fait, les partenaires n'ont pas confiance dans le plan commercial. Et si je peux passer la parole
un banquier, je vous dirais que parfois, à ce stade de la discussion avec le partenaire, j'ai déjà besoin de savoir comment le banquier va se positionner, comment il va analyser le projet, jusqu'où il va aller dans le financement. Alors peut-être pour revenir sur la partie effectivement un petit peu plus bancaire et très rapidement. Donc tous ces enjeux sociétaux et environnementaux, et comme on le voit, les ont été faites à la fois du projet de Langouette ou du projet de Symbiose. Mais côté bancaire, ça implique quoi? Ça implique les acteurs avec qui on travaille au quotidien. Ça va du particulier à l'entreprise, à la collectivité locale, au bailleur social, à l'association médico-sociale, au secteur hospitalier. Donc on est extrêmement sensible à tout ce qui sera mené en matière d'efficacité énergétique ou est sensible également à la transition énergétique parce qu'il y a des liens extrêmement forts avec les opérateurs avec qui on travaille et les acteurs. Le groupe Arkea aujourd'hui, comme bon nombre d'établissements bancaires, s'inscrit dans une stratégie bas carbone et en termes d'orientation également très forte, et notamment qui fait l'ADN d'un groupe mutualiste et coopératif comme Arkea. Inscrira également dans ses statuts demain un axe très fort en matière d'environnement en tant qu'entreprise solidaire, éthique, inclusive et, comme je le répète, extrêmement attentive au respect de l'environnement. Face à l'ensemble des dossiers qui sont présentés, je crois qu'il y a un élément qui est extrêmement important et qui était rappelé justement par la Banque des Territoires, c'est qu'on a besoin d'être impliqué très tôt. Sur les dossiers. Pourquoi? Parce que pèsent dans l'analyse différents éléments qu'on doit appréhender, à la fois la partie juridique, la partie porteur, quel est le tour de table qui va être opéré, sachant qu'il y a une modification majeure côté bancaire, c'est que préalablement, on avait des dossiers qui étaient portés soit par des partenaires privés, soit des partenaires publics. Et aujourd'hui, dans les tours de table, on peut retrouver des collectivités, des sociétés d'économie mixte d'énergie, on peut retrouver des énergéticiens, des industriels, des collectifs de citoyens. Donc la matrice, elle change un petit peu. Donc le risque juridique est à appréhender, le risque administratif évidemment, et comme l'évoquait à l'instant la Banque des Territoires, la partie risque commercial, parce que chaque projet, effectivement, il y a une technologie embarquée qui est extrêmement forte et sur laquelle nous, on a une acculturation à avoir, et c'est pour ça qu'on souhaite être impliqué le plus tôt possible pour essayer d'en maîtriser tous les tenants et aboutissants de cette technologie qui sera mise en place. Donc peut-être je me permets de continuer sur la partie bancaire. On a effectivement, comme je l'évoquais, à sortir des grilles d'analyse. Pourquoi? Pour échanger avec différents porteurs de projets très régulièrement. On s'aperçoit ce qu'ils mettent en avant, c'est les délais de réponse des établissements bancaires, qui sont généralement très longs. Et j'insiste sur le fait, et ça va être le message clé, d'impliquer tôt les banques dans le dispositif. Je pense que ça permet de réduire fortement les délais. Peut-être côté montage de dossier, les sujets sur lesquels on souhaite être attentif, bien évidemment, c'est la constitution du pacte d'actionnaires, c'est le business plan qui sera présenté. Également les débouchés que l'on peut obtenir derrière. Important également, c'est sur la levée de fonds. Sur la levée de fonds, aujourd'hui, il y a différents dispositifs qui peuvent exister, à la fois sur le capital ou même sur le financement. Que ce soit du financement participatif, que ce soit de l'obligation convertible, que ce soit éventuellement des apports des partenaires en CCA, en compte courant d'associés, pardon. Donc tous ces éléments, on aura besoin de les connaître relativement tôt. Quand j'évoque également le fait de sortir des grilles habituelles, je pense qu'il faut dézoomer sur les projets et voir que ce sont plus des projets véritablement qui impliquent le territoire, et donc qui impliquent le territoire avec des acteurs publics, voire parapublics, permettent, entre guillemets, aussi de dérisquer l'opération. Qui dit dérisquer l'opération, dit aussi peut-être d'attendre des TRI par opération un petit peu plus faibles. Donc, le TRI, c'est tout simplement les taux de rendement sur l'opération un petit peu plus faibles. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie. Je laisse peut-être la parole à
À Charlotte. Oui, du coup, pour compléter ce que tu viens de dire, Benoît, sur le fait de votre besoin voilà, d'implication le plus en amont possible et notamment aussi maintenant la diversité de financement possible qui est apparue notamment dans le domaine de la transition énergétique avec c'est vrai, la quête de sens aussi pour les gens et de plus en plus de citoyens qui cherchent, au-delà juste du crowdfunding, mais du financement de la dette, aussi d'arriver à de la prise de participation au sein des sociétés donnant accès à la gouvernance. En fait, tout ça nécessite qu'on ait des espaces de coopération. Smile en est un, mais c'est vrai que les SEM, les sociétés d'économie mixte, notamment qui ont été mises en place par les syndicats départementaux d'énergie, sont, je pense, des bons espaces pour qu'on échange les uns les autres sur nos pratiques, nos attentes, et qu'on puisse conjointement et ensemble monter en compétence à la fois sur les volets techniques, juridiques et financiers, et d'essayer d'instaurer un climat de confiance un petit peu a priori qui permet, quand on a des projets après extrêmement innovants sur les différents aspects possibles d'un projet, et bien que chacun soit en capacité de le regarder avec sa casquette d'expert initiale, mais également avec un regard un petit peu plus ouvert du fait que voilà, on a déjà eu des expériences en commun, on a déjà discuté d'autres projets, on a vu que ça avait fonctionné, qu'on avait réussi chacun à faire un pas de côté pour avancer dans le même sens. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant qu'on ait ces espaces-là d'expérimentation et de coopération intermétiers. Merci Charlotte. On a donc vu la réponse apportée soit par un groupe bancaire, donc une structure privée, ou alors par une structure publique avec la constitution d'une société d'économie mixte. Je vais aussi, pour ma part, en tant que membre du cabinet IKR & Consult, effectuer un retour sur l'importance du business plan. Donc, si un business plan, ça fait partie de ses limites, ne renseigne pas sur une dynamique de groupe, d'équipe, et la qualité des interactions sur une équipe qui porte un projet, il est très important pour dérisquer, inspirer confiance aux futurs financeurs ou aux financeurs pressentis du projet. Ça implique de faire quoi? De dérisquer un business plan. Ça implique d'abord de passer du temps pour essayer de le construire. Un business plan, finalement, c'est mettre des ventes, des revenus futurs pour le projet, avec des coûts de fonctionnement ou des coûts de production en face, et de se poser les bonnes questions sur les hypothèses clés. Alors, bien sûr, un investisseur ne sera peut-être pas toujours d'accord avec les réponses que vous y apportez sur une courbe de croissance des ventes ou sur une hypothèse de coût, mais il sera rassuré s'il voit que vous avez passé du temps, éventuellement avec un œil extérieur, avec des personnes externes au projet, et quelle est finalement votre vision d'ensemble. Il y a aussi des techniques, par exemple, d'un point de vue financier, on aime beaucoup utiliser des encadrements avec ce qu'on appelle un encadrement du best worst realistic, qui veut dire qu'on va prendre une hypothèse prudente et réaliste qu'on estime être la plus plausible. On va lui attribuer un pourcentage de réalisation. On va également effectuer un scénario très optimiste, qui sera celui qui arrivera dans le meilleur des cas. On va lui attribuer une probabilité d'occurrence. Et enfin, on va faire un scénario au cas où tout se passe mal, donc le scénario le pire, et on va également lui attribuer un pourcentage. Et c'est finalement la moyenne pondérée des trois scénarios qui donnera une estimation de la capacité du projet à générer des bénéfices et à rembourser les personnes ou les structures qui investissent de l'argent dessus. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de redonner la parole à Karine pour qu'elle nous dise quelle est l'offre de financement conçue par Smile. Et peut-être, si tu as envie de traiter en même temps, on a une question en ligne qui est intéressante de savoir s'il y a d'autres dispositifs que Smile qui existent en France, parce que c'est vrai que vous avez quelque chose d'assez original avec une association de 2 régions. Alors, sur la question des équivalents de l'association Smile, comme je l'ai dit en introduction, il y a FlexGrid en région PACA et YouGrid
pour Lille, qui ont mis en place eux aussi tout un écosystème avec l'ensemble des acteurs du territoire pour faire émerger les dossiers. La construction est différente de la nôtre, mais finalement, enfin, le but poursuivi est le même, et je pense que ce sont de belles vitrines à chaque fois. Moi, je vais revenir sur l'offre d'accompagnement financier que l'on a créée dans Smile. Vous êtes un porteur de projet. On va vous accompagner dans une sorte de ça peut se décomposer en 3 étapes. La première, c'est d'abord, il faut être sûr qu'on a bien ciblé toutes les aides, les subventions, les programmes, les appels à projets qui sont disponibles pour mon projet. Par exemple, s'il y a une réponse, s'il y a un appel à projet ADEME, si j'ai un dossier à déposer, ben déjà, il fallait que je sois au courant. Et ensuite, il faut peut-être m'aider à remplir le dossier, parce que c'est pas toujours très simple. Et on n'est pas forcément tous acculturés pour répondre à ce type de programme. Il y a aussi les programmes européens qui sont encore plus complexes. Et là, ça demande vraiment une véritable aide. La deuxième étape, et on en a déjà pas mal parlé, c'est de challenger mon business model et sa traduction en business plan. Là, il faut bien distinguer. Vous avez votre business plan, il y a la structure du modèle, c'est un fichier Excel, et il y a la qualité des hypothèses que l'on place dans ce modèle, le nombre de clients, les devis de construction, les frais, les OPEX. On m'a demandé de faire un petit peu de simplification pour tous, je vais prendre l'analogie de la voiture. On peut dire que la structure du business plan, c'est comme une voiture. Là, je vérifie que mon véhicule, il fonctionne. Courroie de transmission, les freins, les roues sont gonflées, bon, c'est bon, mon véhicule, il fonctionne. Mais par contre, les hypothèses, c'est la route et les options que j'ai choisies pour arriver à destination. La destination, c'est le succès, c'est la rentabilité, c'est la pérennité de mon entreprise. Et donc, qu'est-ce que je vais choisir comme route, comme option pour arriver à destination? Et là, on a besoin d'expertise pour savoir si on ne fait pas trop de détours, si on n'est pas parti dans une impasse, si on ne prend pas trop de péage. Est-ce que j'alimente mon véhicule en diesel ou est-ce que je passe à l'électrique, voire à l'hydrogène? Voilà, en tant que co-investisseur, on est à la place du passager et moi, je dois faire confiance pour arriver à destination. Et donc, il faut un accompagnement et c'est là où on a voulu que les porteurs de projets soient accompagnés, c'est-à-dire qu'on vérifie que leur véhicule fonctionne et on vérifie les hypothèses. Donc les 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire et la Banque des Territoires, cofinancent pour 2 ans l'intervention du cabinet conseil iCare qui va, pour les projets qui sont homologués et qui le souhaitent, travailler avec eux leur business plan. La 3e étape, et elle est vraiment fondamentale, c'est la mise en relation avec les banquiers et les co-investisseurs et les plateformes de financement participatif. Concrètement, Smile propose une réunion de présentation aux banquiers. Donc, l'AMO iCare aide à revoir le BP et à préparer la séance. Le jour J, le partenaire présente son projet et son modèle financier et les banquiers et les investisseurs potentiels posent toutes les questions qu'ils veulent. On l'a déjà fait et c'est une séance qui est très agréable pour tous parce que, comme le disait Benoît, ça permet de comprendre très en amont comment fonctionne le projet, toutes les questions. Les banquiers se mettent d'accord aussi entre eux sur voilà, les hypothèses de risque dans ce type de dossier, qu'est-ce qu'ils retiennent. Ça peut être très interactif et très intéressant. Et après la séance, l'idée, c'est d'avoir suscité l'intérêt des banquiers, qu'ils soient intéressés et qu'ils suscitent un rendez-vous avec le partenaire pour faire une offre de prêt. Voilà, tout ça est ce qu'on a estimé être l'accompagnement financier favorable pour les projets. Via ces dernières interventions, on a pu appréhender différents types ou modalités de financement de la transition énergétique. Il me semble important à présent de repasser la parole aux porteurs de projets pour essayer de comprendre de votre côté, Bruno, Charlotte, quelles sont vos contraintes au quotidien, de quoi vous avez besoin. On se rend compte que l'offre est devenue beaucoup plus protéiforme, offre d'accompagnement, différentes options de financement. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'opposer banque à crowdfunding? Quelles sont les différences?
Bruno, quelles étaient tes contraintes? Alors, concernant le financement, moi j'ai plusieurs points de vue. À la fois le point de vue de l'histoire qu'on essaye d'écrire à travers cette solution qu'on défend et qu'on essaye de faire émerger économiquement, et puis à la fois pour participer ou échanger avec des start-upers ou des créateurs d'entreprises innovantes. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, je prends l'argent comme un moyen et non un but. C'est-à-dire qu'on est plusieurs aujourd'hui à être convaincus qu'il faut changer les modèles, qu'il faut apporter une nouvelle solution. Et donc, il est nécessaire pour développer des nouvelles idées d'avoir les moyens de pouvoir les développer et les faire émerger. Donc, c'est même pas dans un but de créer sa propre activité ou de faire un maximum de profit, mais c'est simplement de contribuer à l'effort, on va dire, général pour essayer de sortir de l'ornière. Moi, j'aime à dire que si on pouvait, je ne consomme pas comme j'aimerais consommer, voilà, parce que je ne trouve pas les produits que je souhaite avoir, même en termes de mobilité, en termes de consommation. Bref, c'est compliqué d'être en phase avec ses convictions aujourd'hui dans la société de consommation. Moi, mon premier avis, c'est l'argent doit être un moyen pour développer des belles idées et non pas un but. Donc, ce qui perturbe un peu sans doute les banquiers, ce qui perturbe peut-être moins les particuliers qui investissent, des fois à perte, parce qu'ils le savent, mais ils soutiennent une initiative. Par contre, c'est pas le même effort de développement quand on a affaire à une banque ou à un crowdfunding. Ensuite, je vois beaucoup de start-upers qui sont dans cet état d'esprit, qui ont vraiment des belles idées et qui, par faute de, par essoufflement, par manque de temps, essoufflement pour présenter 10 fois un business model qui n'est pas tout à fait ce qu'on demande. Et ils n'ont pas forcément le profil adéquat pour défendre des business models face à un jury de 10 personnes. Voilà, c'est pas dans leur ADN, pas dans leur ADN. Et souvent c'est une question de personne et pas de solution, parce que la solution est pertinente, mais ils ont pas les moyens de pouvoir défendre l'idée, ou ils ont pas la bonne forme pour défendre l'idée, et donc l'idée se retrouve dans un carton. Et malheureusement, c'est une solution qu'on aurait besoin actuellement. Et ça, moi, j'en croise énormément. C'est-à-dire comment aujourd'hui on fait, on marie en fait des compétences pour faire émerger ces idées. Et puis la dernière chose que je voulais ajouter, c'est j'ai connu aussi la croissance d'entreprises qui ont fait appel au crowdfunding et qui utilisent des moyens assez rapides où on lève quand même beaucoup de fonds, plus de 100 000 euros, donc c'est quand même intéressant en un mois et demi. Mais c'est des outils très intrusifs et qui des fois troublent la lisibilité réelle de la conviction première de l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer, Bruno, pourquoi ils sont intrusifs? Parce que c'est pas forcément grand public. Alors, moi, l'expérience que j'ai eue, parce que je suis petit actionnaire d'une start-up, petit. Mais n'empêche, j'ai contribué à la levée de fonds et j'ai mis à disposition mes contacts et je commence à en avoir un certain nombre. Et j'étais mis en porte-à-faux en fait, clairement, parce que c'est un robot qui vient attaquer mes adresses mail perso, privées. Donc j'étais un peu mis en porte-à-faux sur l'ouverture des fichiers. Voilà. Donc c'est un peu intrusif dans ce sens-là, mais par contre, ça a été relativement efficace. D'accord, merci Bruno. Charlotte, toi, du côté de la SDE 35, vous réfléchissez à la complémentarité finalement entre banque et crowdfunding. Alors, est-ce que tu peux expliquer le rationnel et puis pourquoi tu les vois complémentaires d'un point de vue financier, mais aussi extra-financier? D'accord. C'est vrai que ce qu'on se rend compte, c'est que
il y a quelques années, il y avait vraiment un sujet de financement, et après, quand on va vraiment sur des projets type celui de la boîte qui sont assez innovantes, il peut encore voilà, y avoir des questions un petit peu de doute, etc. Mais concrètement, on n'a plus forcément beaucoup de difficultés à aller chercher le financement. Ce que je trouve intéressant, c'est d'élargir le panel des financeurs de manière à ce que chacun arrive avec sa vision du projet. Là, c'est mieux? Oui, c'est moi qui. On m'a laissé parler de plus. Je pense que c'est un tuto. Vous êtes sûr que vous n'investissez pas non plus la conférence? Donc, reprenons peut-être un. Je retiens. Je disais que nous, ce qui était intéressant, c'était surtout d'avoir une pluralité de financeurs autour de la table, avec justement chacun qui arrive avec des objectifs qui peuvent être un petit peu différents, une philosophie, tu l'évoquais un petit peu Bruno, qui peut être un peu différente, un regard et un retour d'expérience qui ne sera pas le même, et chacun aura son intérêt autour de table. Alors, de mon côté, ce que je vois d'intéressant aussi dans les initiatives de financement qui se développent, et notamment le crowdfunding, c'est que c'est un facteur d'acceptabilité sociale, puisque dans certains projets participatifs, où les citoyens sont invités par exemple, à financer des projets d'énergie renouvelable locaux, les citoyens sont associés à des projets qui sinon les dépassent, et sur lesquels ils peuvent également réaliser un investissement qui leur rapporte de l'argent, les ordres de grandeur étant de 4 à 8% pour ce qui circule. C'est une idée qui existait déjà, par exemple en Allemagne, et qui a pacifié aussi la transition énergétique avec une meilleure acceptabilité des projets locaux. Et on voit donc, par exemple, du photovoltaïque allemand très développé, alors que c'est un pays beaucoup plus au nord que la France en moyenne. Benoît, je souhaitais te repasser la parole pour que tu décrives aussi votre volonté au niveau de la banque de réinvestir dans des projets plus risqués et de raccourcir vos délais pour faire face finalement à cette réactivité du crowdfunding. Alors, comme évoqué tout à l'heure, il est vrai que ce qui est extrêmement important, et je rappelle, c'est d'être impliqué très tôt sur les dossiers, sur la campagne, bien sûr, des crowdfunding qui sont menés, et sur le fait que les collectifs de citoyens participent, soit directement ou au travers de sociétés d'économie mixte, c'est important pour nous, parce que ça permet bien évidemment certains projets de bénéficier d'un bonus participatif. Donc ce qui est important, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est qu'on a une définition effectivement très précise, bien en amont du tour de table. Après, c'est vrai qu'on sera beaucoup moins intrusif que dans une campagne de crowdfunding qu'a pu subir Bruno, pardon. Donc voilà, je ne sais pas quels étaient les éléments complémentaires que vous vouliez ajouter. Après, peut-être aussi de dire, finalement, on décrit une situation actuelle. Quelles sont les évolutions pressenties à court terme au sein de votre banque? Par exemple, est-ce que vous allez inscrire des raisons d'être dans vos statuts? Oui. Alors, comme précisé effectivement tout à l'heure, c'est un signe fort de notre groupe, comme je l'ai précisé, inscrit dans son ADN. Certaines entreprises ont décidé d'être des entreprises à mission. Nous, le choix qui a été fait dans l'Arkea, qui devrait être inscrit dans les années 2020, voire 2021, mais a priori 2020, c'est une inscription vraiment dans les statuts de cette fameuse raison d'être. Cette raison d'être, elle a été finalement co-construite avec les salariés, mais surtout les administrateurs du groupe. Savoir où est-ce qu'ils voyaient finalement le groupe, quelle était la stratégie du groupe à moyen terme. Et on voit que cette dimension sociétale, environnementale,
et notamment des usages qui évoluent extrêmement fortement demain. On l'a évoqué tant en termes de mobilité qu'en termes de consommation. On y est extrêmement sensible. Tout à l'heure, je détaillerai également les nouvelles solutions de financement qui peuvent être mises en place et le nouveau regard qui devra être porté demain. Sachant un élément que je précise aussi, beaucoup d'entreprises se sont, on va dire, inscrites dans une dimension dite RSE, vraiment toujours en quête de sens. Les banquiers également. Mais aujourd'hui, la sensibilisation va au-delà de la RSE, dans le cadre notamment de l'ESG, et avec des critères à la fois environnementaux, mais également sociaux et de gouvernance, parce qu'on est convaincu que demain, une entreprise qui respecte notamment ces critères d'ESG est pérenne. Oui, par exemple, vous comptez, si j'ai bien compris, proposer des offres qui font une différence aux particuliers, comme par exemple un crédit à impact. Oui, alors aujourd'hui, donc certains établissements ont pu avancer sur le sujet. L'objectif étant, et là à très court terme, notamment pour Arcade, c'est de proposer une solution financière permettant de diminuer le taux du crédit en fonction de l'atteinte de certains critères. Et ces critères ne sont plus que financiers, mais également extra-financiers. Donc, ils vont prendre en compte à la fois la société dans son environnement, la société dans son écosystème, voir si elle respecte tous les critères en matière de gouvernance, d'environnement et sociabilité. Oui, pour pousser le concept assez loin, par exemple, le gouvernement a défini une norme de rénovation BBC, donc bâtiment basse consommation. Il faut savoir que le bâtiment est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, à égalité avec les transports. Donc, si j'ai bien compris, vous allez proposer un crédit dont le taux va varier en fonction du respect de cette future norme BBC, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Entre autres, le crédit sera amené à évoluer. Je vois également un commentaire qui est adressé Tu te fais chambrer là. Mais les mentalités, oui, elles changent. Et oui, je pense que la partie financière, l'objectif, c'est de donner encore plus de sens à l'argent qui est investi, à la fois en haut de bilan et en bas de bilan. Et on souhaite vraiment accompagner cette démarche. Est évoqué à l'instant notamment la partie bâtiment. Oui, c'est un sujet extrêmement important parce qu'on le voit dans la rénovation énergétique, notamment un tropisme assez fort, notamment sur la Bretagne concernant notre groupe, mais on intervient partout en France. Mais notamment la rénovation énergétique des copropriétés est un vrai sujet. Je prends des villes intégralement détruites pendant la guerre, que ce soit Brest ou même Rennes. Les investissements à conduire sont colossaux. Donc là, on voit bien la partie enveloppe, mais ça nécessite aussi, alors là, j'ai une gestion des données qui est primordiale demain dans ces dispositifs, parce que je reste intimement convaincu que ce soit du bâtiment public ou privé, qui a trois lettres à conserver, c'est le MRV, mais c'est mesurer, réviser et vérifier pour voir vraiment quelle est aujourd'hui la consommation du bâtiment, qu'est-ce qui peut être optimisé, ce vers quoi on peut tendre demain. Et du coup, tous ces éléments concourent effectivement à avancer sur des crédits impact et de se dire, d'accord, on accompagne une structure à un instant T, mais on va vérifier dans le temps qu'elle respecte bien ses engagements. Et auquel cas, le bonus sera une diminution du taux. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près 25 minutes ensemble, avec un dernier gros sujet à traiter avant d'ouvrir aux questions. Je souhaitais maintenant aller vers aborder la thématique de l'emploi. La transition énergétique est souvent vue ou espérée comme une transition qui va fournir des emplois de qualité. L'attente est à minima d'avoir un impact sur l'emploi diffus. Alors, qu'est-ce que j'appelle emploi diffus? On peut résumer, si on remplace une centrale thermique par plusieurs parcs photovoltaïques, éoliens ou des centrales hydroélectriques, mais peut-être que ce dernier exemple est moins bien choisi. On remplace une centrale finalement où l'emploi est très concentré, c'est quasiment une usine, par de l'emploi plus diffus, c'est-à-dire pour le parc photovoltaïque ou le parc éolien, une fois qu'il sera construit, il y aura des opérations de maintenance, mais ces opérations de maintenance, elles sont réparties en France entière.
Cependant, on peut également être plus ambitieux et se dire que la concentration en emploi peut être plus élevée si on réunit un certain nombre de conditions. Alors, quelles peuvent être ces conditions? C'est déjà peut-être se demander quelles sont les filières qui doivent être soutenues en priorité. Par exemple, la filière hydrogène, la filière du stockage, où la France actuellement importe massivement de pays asiatiques, soit des terres rares ou des composantes des batteries pour les assembler localement, ou alors, dans certains cas également, des batteries déjà assemblées. Et ne reste que, si on prend le cas d'un véhicule électrique fabriqué en France, l'assemblage dans une usine dans le nord parisien. On peut également se dire que pour que une zone soit intense en emploi, il faut être capable de pouvoir attirer des compétences et de recréer une sorte de microcosme. Je l'évoquais en introduction, c'est finalement un couple ou même 3 talents différents réunis dans la ville de Berlin, qui était une capacité à comprendre l'automobile, une capacité à avoir des gens formés sur l'intelligence artificielle, et ensuite un microcosme autour des nouvelles technologies qui a fait pencher la balance pour Tesla pour cette région et l'installation de leur gigafactory européenne, qui va créer, selon les prévisions du groupe, plus de 2000 emplois. Alors, je vous propose d'aborder ce thème complexe, finalement, en passant la parole aux porteurs de projets et aux banquiers, en demandant, vous, dans votre quotidien, comment est-ce que vous pouvez faire dans vos achats locaux, dans vos liens par rapport à la région, pour favoriser l'emploi dans la région, en France, voire même en Europe, en contribuant à votre niveau à créer un écosystème. Alors, la réponse va être assez simple parce que je pense que quand on est sur des entreprises, on va dire, à mission, qui ont du sens et qui essayent de développer des solutions répondant à une urgence, je pense que ça fait partie intégrante de la réflexion, c'est-à-dire qu'on est attentif au report d'impact, donc on internalise au maximum, on localise aussi au maximum. Je pense que ça fait partie du modèle qu'on développe. Moi aussi, j'ai la chance de travailler sur aujourd'hui la notion d'énergie Sprong, là, qui est aussi la massification de la transition énergétique en France. On essaie de dupliquer un modèle et nous, professionnellement parlant, moi j'ai essayé de monter une alternative à Énergie Sprong pour faire en sorte qu'on localise et qu'on crée des filières locales avec des entreprises qui aujourd'hui sont de plus petite taille, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas forcément accès à ce type de marché. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce projet néerlandais d'Énergie Sprong? Alors, Énergie Sprong, c'est en fait, c'est comment avec beaucoup d'ambition en termes énergétiques, c'est-à-dire qu'on est sur la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on met de l'ENR et on baisse les besoins en consommation, on vient industrialiser une solution technique d'enveloppe du bâtiment pour permettre de baisser les coûts au maximum et de faire en sorte que les économies d'énergie soient réinjectées dans l'investissement qu'on doit porter pour rénover l'enveloppe du bâtiment. Donc c'est un modèle qui a été développé dans les pays du Nord et qui quand même c'est assez compliqué parce qu'il faut créer des filières en même temps que créer un modèle économique qui soit stabilisé. Et je crois qu'ils sont près ils sont en phase de réussite. Et en France, on essaye de créer ce modèle en accompagnant les filières, les bailleurs sociaux aussi, parce que c'est quand même les premiers concernés, à la fois parce que c'est d'utilité publique et à la fois parce qu'ils ont un gros parc aussi à rénover. Donc on essaye de faire en sorte que toutes ces personnes-là créent des réseaux et que les industriels puissent répondre à une demande
qui est aujourd'hui assez qui est urgente et auquel on n'a pas forcément toutes les réponses. Du coup, pour compléter, au niveau des SEM comme la SEM du 35, là où on a vraiment un levier d'action sur l'emploi local, ça passe principalement par la massification du développement des énergies renouvelables. On espère réellement que notre travail au quotidien permettra de faire sortir beaucoup plus de projets et par ce biais-là, au-delà juste de la fourniture et de la pose des panneaux, d'avoir après des équipes de maintenance en local et donc du coup des entreprises qui puissent sur la durée, sur vraiment l'exploitation de ces unités de production, et bien développer une activité locale qualifiée et qui soit pérenne. C'est vrai qu'on a quelques leviers aussi au niveau de la fourniture, par exemple des panneaux avec les critères carbone qui peuvent être intégrés notamment dans les appels d'offres pour les tarifs, et que nous on peut éventuellement sur des besoins très spécifiques et très identifiés réintégrer dans nos cahiers des charges. Mais c'est vrai que je pense que la marge principale qu'on a sur ce sujet-là, elle passe par le développement d'installations de plus en plus nombreuses pour avoir des personnes qui s'occupent en local de l'exploitation et de la maintenance de ces unités. Merci Charlotte. Effectivement, c'est important ces clauses d'appel d'offres de bilan carbone avantageux, parce que la France et de façon plus générale l'Union européenne ont des normes particulièrement sévères d'un point de vue environnemental, probablement plus strictes que le continent nord-américain ou nos amis chinois, ce qui peut aussi constituer un avantage de produire localement, puisqu'on aura peut-être tendance à le produire de façon plus efficace d'un point de vue carbone. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, notamment au niveau des multinationales, l'objectif était de produire à bas coût, d'où certaines vagues de délocalisation. Il faut savoir que très récemment, à peu près 700 multinationales se sont engagées à une stratégie 2 degrés qui va se transformer en une stratégie 1,5 degré. Qu'est-ce que signifie cette chose-là? Ce concept, c'est de dire que les sociétés privées souhaitent elles aussi s'associer à l'accord de Paris et à faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre pour faire leur part, en quelque sorte, tel le colibri de la métaphore connue des milieux environnementaux, et de faire leur part et de contribuer à baisser les émissions. Alors actuellement, donc ces accords ont été signés pour les précurseurs fin 2017 et continuent à être signés maintenant en 2019. Ce sont des grands groupes, donc ça prend du temps pour que ça cascade, mais on voit déjà les premiers signes de groupes qui s'occupent de leur impact carbone au niveau de leur filiale. Donc de là à relocaliser des emplois, il y a encore pas mal d'étapes. C'est un petit peu rêveur aussi ou illusoire dans un certain sens, parce que l'aspect compétitivité prix restera. Mais on peut se dire aussi qu'avec l'automatisation de plus en plus avancée et l'industrie 4.0, ce sera probablement l'un des paramètres qui sera pris en compte pour des usines occidentales en Europe de l'Ouest. Et peut-être vous remontez également sur le caractère délocalisable. Et je crois que ça tient, à mon sens, sur ces projets. Demain, on aura une vision beaucoup plus girondine que jacobine de l'analyse des projets. Pourquoi? Parce qu'ils seront faits sur le territoire et vraiment dans un écosystème assez restreint. Tout le monde, bien sûr, connaît par cœur COP21, accord de Paris, mais aujourd'hui, l'ensemble des collectivités, via leur PCAET, ont pris des engagements très forts, et ces engagements, ils sont pris sur le territoire, et sur le territoire avec des emplois également qui seront maintenus au niveau local. On l'a vu à l'instant et ça a été décrit dans le fait d'avoir une diminution de l'empreinte carbone. Mais la génération des emplois est très importante dans la fédération, notamment du bâtiment ou auprès des énergéticiens, également la fédération des travaux publics qui va être concernée. Donc vraiment en termes d'emploi sur les territoires, et d'ailleurs en regardant très récemment le nombre d'immatriculations d'entreprises labellisées RGE, on voit que la croissance est extrêmement élevée. Donc voilà, donc c'est plutôt un très bon signe pour la suite de l'ensemble de ces projets.
Et moi, je voulais juste ajouter un point sur les technologies d'énergie renouvelable. On peut dire que la France a loupé le développement de certaines filières. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de s'accorder, tout le monde essaie de promouvoir l'hydrogène comme pouvant être une filière à part entière, c'est-à-dire vraiment de bout en bout, qu'on pourrait maintenir sur le territoire. Et il y a aujourd'hui sur le territoire Pays de la Loire et Bretagne des projets qui essaie de prévoir vraiment un écosystème complet, c'est-à-dire jusqu'à l'usine vraiment d'assemblage de pièces, donc vraiment une création d'emplois générale et une expertise qui se développe ou qui reste en France. Merci. Alors, si la gestion du son de notre côté a été très perfectible et toutes nos excuses pour cela encore, on est un petit peu mieux en gestion du temps. Du coup, il nous reste du temps pour d'éventuelles questions avant de passer à la conclusion. Est-ce que on avait traité des questions au fil de l'eau? Est-ce qu'il y en a de nouvelles? Je vous laisse un petit temps pour les taper. Donc, de rien pour les efforts de son. C'est vrai que c'est une première, donc je pense qu'on ne peut que s'améliorer. On vérifiera aussi avec les organisateurs du sommet virtuel comment on peut faire pour les fois suivantes. Bon, je vois qu'a priori, plus de questions. On va passer à la conclusion de notre côté. Oui, pardon. On a une question. Projet d'écosystème complet de la fabrication à la maintenance, quid de l'extraction et du recyclage. Donc effectivement, là, on glisse vers une thématique d'économie circulaire, qui n'était peut-être pas l'objet de la conférence du jour, mais qui est un sujet sur lequel la France essaye de réfléchir fortement pour que, notamment, on soit moins dépendant de l'extérieur pour nos ressources. Donc, on peut citer par exemple les mines virtuelles de terres rares et de minéraux, où la filière du recyclage s'organise autour de la législation des 3E, donc déchets électroniques et électriques. C'est pas évident parce que des cours mondiaux sont bas, donc le point de rentabilité de cette structure n'est pas évident. Vous avez également vu dans l'actualité beaucoup d'avancées sur le recyclage du plastique. Donc je pense qu'on peut dire qu'actuellement cette filière se structure et que des grandes sociétés comme la SNCF sur le recyclage du ballast, le Renault sur des démarches d'économie circulaire essayent d'être en pointe. Alors, une question, oui, pour Bruno. Alors, concernant la serre, donc en fait, c'est une solution enfin, on est dans le low-tech, c'est-à-dire c'est une solution qui semble simple, mais faire simple dans une société, c'est complexe. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer tout le concept et les principes. Mais je vais essayer de répondre à cette question. On est face à un principe de serre horticole et aujourd'hui, les maraîchers maîtrisent parfaitement le climat dans leurs serres. C'est pour ça qu'on a des belles tomates, même en hiver, malheureusement. Donc en fait, c'est pas un problème. On a des évents qui permettent d'évacuer la chaleur, l'excédent de chaleur. Mais nous, comme on est sur un système de récupération de chaleur. Ce surcroît de chaleur, donc de calories, c'est aussi intéressant. Donc avec le logiciel d'intelligence artificielle, on combine des marges de température qui soient acceptables pour les cultures, mais qui soient excédentaires pour pouvoir récupérer ces calories. Voilà, en gros. Juste pour la question, c'est une serre qui
qui, comme elle est sur un bâtiment, n'est pas une serre horticole parce qu'elle est sous la réglementation bâtiment, donc la réglementation du bâtiment est beaucoup plus stricte, mais elle a les mêmes dispositifs que les serres horticoles qui permettent aisément de maintenir un climat très propice à la culture, et même à une activité quelconque. Et Bruno, si j'ai bien compris ton projet, en hiver, certes, tu as le chauffage, mais en été, il reste quand même de l'eau chaude à fabriquer. Donc, il y a quand même, en dehors des besoins de la serre, tu as quand même des besoins d'apport de chaleur. La serre, enfin, après, on peut le faire sous différentes formes, mais la serre en tant que telle n'est pas là pour être chauffée. Elle est là vraiment pour être un capteur solaire et récupérer les calories excédentaires. Et aujourd'hui, dans les bâtiments de plus en plus performants, c'est les besoins d'eau chaude sanitaire qui sont le plus réguliers, les plus importants. Donc en fait, aujourd'hui, on se cale sur les besoins en eau chaude sanitaire pour pouvoir répondre à cette demande et non sur le chauffage qui, lui, est intermittent. Et comme le chauffage est en période d'hiver et qu'on récupère un peu moins de calories l'hiver, ce ne serait pas pertinent. Voilà. Mais toutes ces questions, on y répond petit à petit. Et on commence aujourd'hui à avoir une solution qui est pertinente. Merci Bruno. Si plus d'autres questions, on va passer aux conclusions. Alors, je peux commencer pour les messages clés. Ce qui nous a vraiment semblé ressortir de toute notre présentation et nos différents échanges entre les partenaires de la conférence, c'est que d'abord, c'est un écosystème favorable porté par une ambition politique de haut niveau. Parce qu'on s'aperçoit que là où il y a le plus de projets, c'est quand même là aussi où il y a des volontés politiques ou associatives très fortes. C'est pas pour rien que Daniel Cueff, maire de Langouette, est aussi populaire, c'est-à-dire qu'il a porté très haut les idées du développement durable et sur sa commune, il a développé énormément de projets. Mais si on revient à notre écosystème, nous, typiquement, c'est vraiment l'ensemble des partenaires et des régions qui conduit à ce succès. Après, d'un point de vue financier, c'est vraiment l'accompagnement global, c'est-à-dire c'est vraiment prendre en compte toutes les aides, tout l'écosystème financier qui peut servir au projet, c'est challenger le business plan avec un apport d'expertise et c'est la mise en relation avec des partenaires, là je pense au rôle du référent, ou des banquiers. Et enfin, je dirais, tout est lié, c'est-à-dire que le business plan doit être accompagné de bon travail, c'est-à-dire tout le corpus juridique, l'humain, la technologie et bien sûr le marché. Juste côté banquier, donc vraiment le message clé, je pense que vous l'avez bien entendu, c'est associez-nous vraiment très très tôt sur les projets pour qu'on puisse vous accompagner le plus efficacement possible et en vous proposant les meilleures solutions qu'on aura co-construites. Oui, et pour ma part, je dirais qu'on observe un microcosme des porteurs de projets en pleine effervescence. Avec la chance d'accompagner le projet Smile et d'autres projets via notre cabinet de conseil en stratégie, on remarque énormément de propositions de solutions originales, que les territoires se mobilisent et qu'en face, des solutions de financement arrivent pour financer les plus prometteurs. Daniel Cueff, s'il n'était pas à Paris, je pense qu'il aurait fait remarquer aussi qu'avec l'impulsion d'un maire, des projets se génèrent encore plus vite parce qu'ils se sentent soutenus et avancent plus vite. Donc on voit aussi que, et je pense que l'ADEME vient de publier un guide à l'attention des nouveaux maires pour la transition environnementale à cet effet, pour leur donner des leviers, parce qu'on voit que c'est un levier d'action fantastique. Le deuxième point de ma conclusion, c'est de dire que le monde du financement des porteurs de projets est en pleine transformation. On a eu la chance d'avoir Benoît qui nous a expliqué comment peu à peu les banques proposent un modèle dédié pour la transition énergétique. On a peu parlé des capital risqueurs. On en voudrait certainement plus sur le modèle américain ou londonien, mais on sent aussi une progression forte en France. Le financement participatif lève les montants de plus en plus élevés et il est vraiment facteur d'acceptation sociale. Et ensuite, les régions et les départements se démènent pour obtenir des budgets conséquents pour les subventions
avec des exigences de retombées locales qui sont importantes pour les territoires. Enfin, le dernier point au niveau de l'emploi, on se rend bien compte qu'au-delà de l'emploi diffus, chercher plus d'emplois est une démarche compliquée et exigeante. On se rend compte via Smile que la réponse exige probablement une structuration plus complexe. On a notamment des enjeux de réindustrialisation qui sont difficiles parce qu'on se rend compte que du moment qu'on perd un cluster, c'est pas évident de le remplacer. Mais avec une volonté politique, on peut probablement déplacer les montagnes. Donc, je vous propose d'en rester là et vous remercie à tous de votre écoute attentive. Très bonne après-midi à vous tous. Bon, ben, merci beaucoup. Oui.